J'ai commencé à accepter de voir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je fais plus de stratégie pragmatique et intelligente pour ce genre de choix. Et alors là, ça m'a encore plus énervé parce que si tu veux, j'avais plaqué toute ma vie pour faire ça. Bonjour à tous et bienvenue sur iPod Jobs of Tomorrow. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un être hors du commun. Il a suivi le parcours le plus prestigieux que la France puisse offrir. Lycée Louis le Grand, école polytechnique, stage chez McKinsey, un job en strat chez Blablacar où on s'est rencontrés. Une voie royale vers les sommets de l'entreprise. Pourtant, il a choisi de quitter cette autoroute pour explorer des chemins de traverse. Professeur de yoga, directeur France d'un projet environnemental The Week et aujourd'hui, il est astrologue avec une approche résolument pragmatique. Il est devenu aussi un expert des transitions radicales. Il a même coécrit un livre où il a recueilli 17 témoignages de ceux qui ont osé franchir le pas, d'avocats devenus bouchers à des cadres de chez LVMH reconvertis en maraîchers. Donc il va bien sûr nous en parler et nous allons découvrir comment il est parvenu à réconcilier la logique pure avec l'intuition et comment son parcours peut aider tous ceux qui cherchent aujourd'hui un avenir qui a du sens. Bonjour et bienvenue Vadraka. Bonjour, merci Anne-Laure. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu vas recouvrir pas mal de thèmes en fait que cette chaîne essaye d'aborder. On va parler donc de métiers d'avenir, de reconversion, la tienne et puis celle dont tu as été que tu as recueillie, et tu pourras aussi nous en parler. Et puis d'outils au service de la carrière. Donc là, qui est particulièrement un sujet que tu maîtrises bien, tu vas nous expliquer tout ça, et même du futur du travail. Donc toi, tu couvres tout le spectre, donc c'est vraiment intéressant. On va commencer donc cette interview avec par le début de ton parcours et le rêve initial en fait. Quand tu étais à Polytechnique, pour toi, c'était quoi le plan c'est quoi ta définition à ce moment-là en fait de la réussite? Écoute, si je suis honnête, je pense que ma définition de la réussite quand j'arrive à l'école polytechnique, c'est avant tout d'être un bon élève. En fait, c'est ça que j'ai appris à faire, c'est ça que j'ai fait, c'est ça qui m'a amené là. Et en fait, c'est bizarre en France, mais il y a comme un aboutissement. Quand tu rentres dans une école comme ça, t'as un diplôme, il y a plein de gens qui te disent, mais c'est bon, quoi. T'as réussi ta vie à partir de là. Et moi, ça a été un moment intéressant parce que je me suis rendu compte que cette vision de la réussite, de être un bon élève, c'est-à-dire bien faire ce qu'on me demande, et en particulier si c'est difficile et si c'est valorisé, je vais être encore plus intéressé. Hein. Ça me disait pas où aller après ça. Il y avait plein de portes ouvertes et du coup, j'ai dû revoir ce plan. Et donc ta définition de la réussite à ce moment-là, c'est simplement se dire j'ai réussi une école qui m'ouvre toutes les portes. Donc en fait, c'est une première façon de voir la réussite, mais pas en se projetant dans un job. À ce moment-là, par exemple, t'avais aucune idée de ce que tu voulais faire, devenir. En fait, je me disais, je vais réfléchir à ce moment-là. Tu sais, pour aller jusque dans cette école, t'es dans un tunnel. Moi, j'étais donc dans un lycée assez exigeant, puis ensuite en prépa. T'as pas vraiment le temps de te poser des questions sur ta vie et le sens du monde à ce moment-là. Donc, je me suis dit, ok, une fois que j'y arrive, je réfléchirai à ce que je veux vraiment faire. Moi, ce qui me motivait, c'était, je voulais être libre et je voulais avoir un impact sur le monde. Mais bon, c'est bien, mais après, comment tu définis ça? Et je me suis aperçu que être libre et avoir un impact sur le monde, j'avais pas vraiment réfléchi à cette question. J'avais pas une vision personnelle de c'est quoi la liberté qui est importante pour moi. Est-ce que c'est une liberté de moyens, d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est une liberté de temps? Est-ce que c'est une liberté de penser? Est-ce que c'est une liberté de voyager, de changer de sujet? Enfin, il y a plein de formes que cette liberté peut prendre. Et l'impact sur le monde, ça c'était encore plus vague pour moi. Je me disais, je veux influencer, je veux apporter ma pierre, mais avec quoi? Je sais juste résoudre des équations et répondre à des attentes. Et donc, mon cheminement, on pourrait dire qu'il a commencé peut-être un peu tard, je sais pas. En tout cas, moi, il a commencé à ce moment-là de me dire, ok, je fais quoi avec tout ça? J'ai accès à beaucoup de privilèges, j'ai accès à un réseau, les gens me font confiance par ce diplôme, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? C'était ça cette question. Donc, je suis pas arrivé avec un plan, je suis arrivé avec beaucoup de questions en me disant, c'est maintenant qu'il faut que je me les pose. Donc cette école, c'est une réussite. Ensuite, tu rentres chez McKinsey, Blablacar. Bon, pour beaucoup, franchement, c'est le Graal, quoi. C'est le top. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, t'as commencé à sentir qu'il y avait un petit décalage entre ton identité finalement sociale, puis ton évolution intérieure, tes besoins? Qu'est-ce qui s'est passé dans par exemple, ces premières expériences?
Ouais, toujours, ce qui m'animait, c'était ce questionnement en me disant, bah, maintenant que j'ai cet accès, je dis que ce diplôme, c'est un peu un passeport social qui m'ouvre plein de portes. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, bah, j'ai cherché ma première étape dans cette recherche, c'était ce stage chez McKinsey. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la suite de la voie du bon élève finalement. Moi, mon idée, c'était si je vais là, je vais pouvoir travailler directement avec des dirigeants d'entreprise et donc du coup influencer directement au niveau de la stratégie, de forces importantes dans la société. Donc je me dis, bah c'est génial, ça a l'air d'être un raccourci. Et puis en allant dedans, je me suis rendu compte que bah, je continuais dans cette idée du bon élève. Je répondais à des attentes et j'avais alors beaucoup d'argent, mais plus du tout de temps, plus du tout de liberté de penser, puisque c'était une façon de travailler qui était très cadrée. Et je dis pas que c'est mal, mais je me suis aperçu que ça me correspondait pas du tout. Donc ça a été une première étape de ma recherche. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que ce système que j'avais suivi jusqu'à l'école polytechnique, en fait, je pouvais le continuer dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire bah, passer des concours. Alors c'est plus des concours, ça devient des promotions, ça devient à quelle vitesse je deviens manager, à quelle vitesse je deviens responsable d'une business unit. Et en fait, il y a ce même parcours avec des attentes et avec une performance attendue. Et je me retrouvais plus là-dedans. Donc ça a été une première étape. Ensuite j'ai pas mal voyagé, c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert le yoga, que je suis parti en Inde, on pourra en reparler. Et puis ensuite, bah, j'arrive chez Blablacar. Là, je me suis beaucoup plus retrouvé dans cet environnement. Il y avait le côté entrepreneuriat. Il y avait un côté à la fois dans l'action, une liberté, cette idée d'apporter une contribution qui n'a pas été, c'est pas juste je prends des méthodes qui existent quelque part et je les applique ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de plus créatif. Et puis cette idée d'apporter, de faire évoluer la société dans un sens. Là, c'était de partage de ressources. Je m'y retrouvais en termes de sens. J'ai beaucoup appris là-dedans. Alors, c'était voilà, j'ai vu comment ça marchait de l'intérieur. J'étais sur des négociations importantes, à la fois chez Blablacar, mais aussi avec des partenaires. Je me suis retrouvé voilà, à intervenir au Comex, etc. Donc, j'ai vraiment découvert à l'intérieur de l'entreprise. Non seulement comment ça fonctionnait, mais comment on la dirigeait, comment est-ce qu'on faisait les choix. J'étais sur des sujets de stratégie, d'ouverture de nouveaux marchés, de partenariat. Donc, comment on définit l'avenir de ce projet? Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, petit à petit, bah, de voir ça dans le détail, j'ai commencé à me poser d'autres questions. Euh, et là, c'était la question de est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir apporter la contribution à la société qui, moi, me parle. Donc, ces années m'ont vraiment fait mûrir dans quelle était ma vision de la société et quelle est la place que je veux prendre là-dedans. Et je me suis aperçu qu'en fait, bah, j'étais assez radical, assez exigeant dans la direction que j'ai envie de voir arriver dans le monde. Et je me disais, ce modèle de la start-up financé de façon très agressive, c'est très bien pour déployer une technologie à grande échelle très vite. Mais pour apporter un changement profond de société qui va aussi passer par la culture, qui va aussi passer par nos représentations du monde, bah c'est pas le bon véhicule parce que cette pression du retour sur investissement à court terme, elle est très forte et quand on voit bah, de près les décisions importantes qui sont prises, je me suis dit mais là je suis pas en train d'apporter une contribution, un changement suffisamment en profondeur par rapport à ce qui est important pour moi. Donc là, il y a eu un décalage qui a commencé à arriver et c'est très bizarre d'être dans cette position parce que extérieurement, tout le monde me disait mais c'est génial ce que tu fais. Tu vois, j'étais promu tous les ans, j'étais dans des réunions avec le PDG d'AXA où je pitchais notre partenariat, enfin des trucs où on me disait mais t'as 25 ans, tu fais ça, c'est génial. Ton job en plus il a du sens. Tu sais, pour le covoiturage. Donc j'avais ces retours là et moi je commençais à me dire mais en fait, j'y crois plus. En fait, pourquoi, comment je suis arrivé là? Enfin, finalement, euh, c'est quoi le sens que je donne à mettre toute mon énergie dans ce projet qui semble de plus en plus en décalage avec ce que je découvre qui est important pour moi. Oui, je pense que tu l'as dit, enfin, c'est vraiment une question d'exigence parce que
en fait, le métier que tu avais, l'impact que tu pouvais avoir sur le monde, il était là parce que c'est une grosse entreprise. Donc, si tu es là pour aider à la stratégie, bah forcément, tu as une influence et donc tu as un impact. Alors, pas forcément aussi grand, mais il est large en fait sur beaucoup de gens. Mais d'une certaine manière, voilà, t'as fait ton, t'as fait le point et c'était pas ce que tu avais envie de. Enfin, tu t'y retrouvais pas complètement quoi au final. Et on avait ces discussions à l'époque, je me souviens très bien. Et on avait aussi d'autres discussions parce que toi et moi, on avait une passion commune pour le yoga. Donc, toi, on voit que dans ton parcours, il y a eu un pivot qui s'est un peu opéré avec l'arrivée du yoga. En 2018, tu fais une formation à l'Isha Hatha Yoga School en Inde. Et en fait, voilà, j'aimerais que tu nous parles avec tes mots à toi de ce qui t'a amené au yoga. Est-ce que tu as en fait découvert sur un tapis de yoga que t'as pas trouvé dans tes études scientifiques et dans tes premiers jobs? Et voilà, puis l'influence après que ça a eu sur le reste. Ouais, alors cette histoire, il faut que je rembobine un petit peu. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé sur un tapis de yoga que je trouvais pas dans les outils et dans les méthodes que j'avais apprises? Euh, Moi, j'étais toujours dans cette question d'orientation, de trouver ma place. Quelle est la contribution que je veux apporter à la société? Et je me suis aperçu, au début, je réfléchissais. Moi, ce que je savais faire, c'était des tableaux Excel, c'était des analyses. Donc, je regardais les métiers, les enjeux dans le monde, et je me disais, à quoi je peux contribuer, où est-ce qu'il y a besoin d'ingénieurs, etc. Et, et j'arrivais pas. Il y avait rien qui clique. Enfin, je me disais, du coup, je me disais, peut-être, j'ose pas assez, des idées assez radicales. Donc, je me souviens, j'avais regardé la médecine, j'avais regardé faire plein de choses en me disant, mais c'est par où le chemin? Et en fait, avec mes tableaux Excel, je devenais fou. Enfin, je me prenais la tête. Et puis je culpabilisais de me dire, mais c'est pas possible. Pourquoi je peux pas être heureux avec ce que j'ai? Enfin, ce que j'ai, tout le monde. Enfin, c'est très désiré, c'est très privilégié. Pourquoi je me sens pas à ma place avec ça? Euh, Pourquoi j'arrive pas à trouver quelque chose qui a vraiment du sens? Donc ça, émotionnellement, c'était pas confortable. Le fait d'analyser J'imagine. dans tous les sens, j'avais enfin, je tournais en boucle, quoi. J'avais le mental vraiment qui tournait à 10 000 à l'heure et je comprenais plus où était la sortie. Et à un moment donné, j'avais eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, les outils que j'essaye d'appliquer, ils servent à résoudre des problèmes d'ingénieur. Mais là, c'est des questions avec moi-même, en fait, que je cherche à résoudre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et et je sais pas, je me suis dit, mais c'est pas la bonne méthode. Et il y avait, à l'époque, j'étais en Allemagne, et il y avait une école de yoga qui était juste en face de là où j'étais. Et du coup, je suis allé passer la porte et j'ai dit, bah, je veux apprendre ça. Moi, je veux en faire tous les jours. Et je me suis dit, il faut que je trouve une façon de dialoguer avec moi-même d'une certaine façon qui soit pas analytique. Donc ça a été la graine. Et en fait, donc ça, c'est sur 2013. Je me suis mis à avoir une pratique de yoga régulière. Et en fait, cette dimension, donc bon, le yoga a une partie physique, mais pour moi, ça a été un moment où j'ai commencé à assumer mon chemin spirituel et l'importance de cette dimension-là dans ma vie. Ce que ça a construit petit à petit, c'est une intuition beaucoup plus précise. Moi, j'aime bien dire une boussole intérieure, cette façon de sentir où va mon chemin, même si je comprends pas, même si je sais pas pourquoi je vais par là. Et donc, c'est ce muscle-là que j'ai construit pendant plusieurs années. Donc, chez Blablacar, j'avais un peu une double vie. Je me levais très tôt, vers 4-5 heures du matin, mais j'arrivais assez tard au boulot parce que j'avais toutes mes heures de yoga que je faisais avant. Euh, et quand j'arrive au moment que j'ai décrit un petit peu avant, où je suis enfin, je suis dans ce job avec toutes ces responsabilités, voilà, tous ces enjeux, et je sens que c'est pas mon rôle, ça me correspond pas, que je suis pas vraiment dedans. Et du coup, je me dis, au bout d'un moment, ça va finir par se voir. Je vais plus être très bon. Enfin, surtout quand tu arrives dans des positions de leadership, il faut qu'il y ait pas mal de choses qui émergent de toi. Tu prends des initiatives, tu prends des risques, etc. Et je me disais, mais là, ça va pas le faire. Et donc, ce virage, en écoutant, en étant à l'écoute de cette intuition, de ces émotions, j'ai petit à petit tiré la bobine. Moi, ça s'est fait pas mal pendant l'été où il y a moins de boulot, il y a plus de temps. Puis j'ai commencé à accepter de voir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et vraiment, ça, c'est un gros moment de bascule parce qu'une fois que j'ai accepté de voir ça, après, tu déroules. Tu déroules le fil et puis je me suis aperçu que c'est là où j'ai commencé à oser me dire philosophiquement euh,
avec quoi j'étais pas d'accord. Puis finalement, bah, ça aboutit sur des projets que je dirigeais à en parler directement avec Nicolas Brusson à l'époque, qui dirige toujours d'ailleurs Blablacar. Je me souviens de ce dîner où on parlait tous les deux, et puis il me dit, bah non, voilà, moi je pense que la direction c'est ça. Et je dis, bah moi je pense que c'est pas ça. Et je dis, bah en fait, voilà quoi, tout est dit. Donc il y avait ce fil au niveau professionnel. Moi, ça a tiré un fil qui était beaucoup plus profond que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que cette question de c'est quoi mon job, elle a amené aussi cette question de mais c'est quoi mon style de vie, c'est quoi qui est important pour moi en termes de où est-ce que je veux habiter, est-ce que je veux vivre en couple, est-ce que je veux être seul, donc il y a en fait un petit peu vraiment toute ma vie qui est arrivée à ce moment-là en me disant en fait je suis en train de rentrer sur une autoroute sur des rails. Si c'est pas cette autoroute que je veux, c'est maintenant qu'il faut que je le décide, parce qu'après, une fois que t'as l'emprunt, les enfants, c'est beaucoup plus compliqué, c'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus compliqué de tourner. Et donc, on va dire, ce cheminement intérieur, il m'a amené à me dire clairement, bah, je suis plus au bon endroit, je crois plus profondément à ce que je suis en train de faire, et il s'est passé deux choses. La première, je me souviens de ce moment, j'étais dans les bureaux de Blablacar et euh, j'ai pris cet engagement intérieur. Je me suis dit, à partir de maintenant, je vais là où je sens que je dois aller, là où mon cœur me guide. Je fais plus de stratégie pragmatique et intelligente pour ce genre de choix. Donc je me suis dit, voilà, maintenant c'est ça. Et, et ce choix-là, il m'amène à tout reconstruire autour du pilier qui est vraiment essentiel pour moi, qui était cette pratique de yoga où je me disais, là, je sais que je me trompe pas. Je sais pas ce que ça fait comme métier derrière. Je sais pas où je vais avec ça. Mais je sais que en intensifiant cette pratique et en transmettant quelque chose à partir de cette expérience, de cette source, ça, c'est la profondeur, ça, c'est la qualité de ce que je veux apporter dans la société et on verra bien où ça va. Donc, ça a été ce moment-là. Et donc, la formation que je pensais faire à ma retraite, je m'étais vraiment littéralement dit ça. Quand j'aurais fini de travailler, j'irai en Inde et je ferai cette formation. Et ben, je l'ai fait quelques mois après. Mais c'est marrant parce que tu dis, toi, tu as voulu quitter l'autoroute pas trop tard, quand c'est trop tard. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait, hein, qui font toute leur carrière et puis à leur retraite, qui s'autorisent enfin d'être en fait ce qu'ils sont. Donc, bah, tu as été courageux de faire ça très tôt. C'est pas évident parce que une fois que tu es dans l'autoroute, avec la pression sociale, l'encouragement, etc., les attentes, ouais, c'est quelque chose. Mais donc, de sentir ce moment où ça résonne plus, c'est hyper important, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, de comprendre qu'il y a un moment, en fait, où on est en décalage. Et si on résonne plus, ce que tu dis, ça va se voir, c'est-à-dire que d'autres à côté qui, eux, sont à fond, qu'ils aient raison ou tort, on s'en fiche, mais ils sont à fond, et ben, eux, ils brillent. Eux, ils sont dans leur, ils sont justes, ils sont à leur bonne place, quoi. Et donc, forcément, entre quelqu'un qui va être un peu en décalage, qui devient un peu fade, et quelqu'un qui brille, bah, ça commence à dégringoler. Donc c'est une des raisons, moi, avec Aipo, donc d'encourager les gens évidemment à aller dedans sur leur voie. Et c'est pour ça que ce genre de témoignage et que tu apportes, c'est hyper précieux. En tout cas, moi, dans mon formatage de bon élève que je décris avant, j'étais surpris que les gens le voient pas déjà tellement. Et en fait, je pense que ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est que tu sens que t'es plus vraiment dedans, mais il y a comme une espèce de culpabilité. Tu dis, mais il faut que j'arrive à me remotiver, mais non, non, et puis tu vois pas trop d'autres ce que tu pourrais faire. Et du coup, quelque part, je m'accrochais à quand même être au niveau. C'est juste que moi, ça me coûtait de plus en plus intérieurement. Et je pense que c'est vraiment une des voies qui mène derrière vers l'épuisement professionnel, vers le burn-out, vers ou parfois des situations qui vont dégénérer plutôt au niveau personnel, parce qu'on essaye de tenir un cadre qui nous paraît très important, parce que c'est aussi comme ça qu'on a été éduqué, qu'on s'est construit. Et donc, malgré tous les signaux intérieurs que ça nous donne, et donc finalement, de l'extérieur, ça se voit pas trop au niveau professionnel parfois, jusqu'à ce que soit ça craque physiquement ou professionnellement. Et, et donc, bah, d'accepter de voir ce qu'on sent et de savoir que bah, le chemin il est peut-être pas clair, peut-être il y a besoin de temps, mais déjà on retrouve son énergie et ça permet d'éviter une sortie de route. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ton témoignage, c'est exactement ça, parce que pendant tout un temps, on surcompense. Donc, on est là à essayer et ce que tu dis, tenir le crâne, donc ça se voit pas, ben, jusqu'au moment où ça va commencer à se voir. Donc, toi, tu avais cet outil
qu'est le yoga. Il y en a d'autres outils. On peut parler à un psy, il y a de la méditation autre. Enfin, il y a pas mal de choses. Ou faire un bilan de compétences si on se pose des questions. Ça amène à se poser tout ce type de questions, ce qu'on veut comme type de vie. Donc, on voit si ça résonne ou si ça résonne plus. Donc, toi, tu as perçu à travers aussi le yoga qu'il y a quelque chose qui résonnait plus. Et puis voilà. Donc, t'as réussi à rebondir à ce moment-là et à t'écouter. Tu disais de parler d'écouter ton cœur, etc. Donc, ok, super chouette. Alors après, donc tu t'es engagé finalement dans un projet s'appelle The Week. C'est un projet qui vise à créer des conversations sur la crise environnementale. Donc là, quelque chose clairement à impact. Là, on a l'impression que tu passes finalement à l'échelle du yoga, qui est l'individu, à l'échelle de la société. Donc tu trouves quelque chose qui résonne peut-être avec toi et puis ton objectif. Tu parles de liberté et d'impact. Tu peux nous raconter un petit peu ce choix et puis ce cheminement que tu fais consciemment à ce moment-là? En fait, donc là, on s'est arrêté. Je suis parti en Inde pendant 6 mois. J'ai fait ma formation. Voilà, on est sur l'aspect professionnel, mais moi, ce passage-là, j'avais une question très importante, c'est est-ce que je deviens moine? Est-ce que je reste en Inde? Ou est-ce que je reviens? Donc voilà, j'étais parti jusque-là. Finalement, je reviens. Et donc, pendant 5 ans, là, j'ai développé une activité d'enseignement de yoga. Donc, je transmettais ces outils qui, moi, m'avaient aidé, à la fois en tant qu'indépendant et puis aussi au sein de la fondation qui m'avait formé. Et là, je me suis retrouvé dans une situation similaire avec des nuances, c'est-à-dire que j'avais des très bons retours, ça se passait aussi très bien. Tu vois, on m'envoyait dans plein de villes en Europe pour enseigner, pour former des profs. Tu vois, j'avais enseigné à l'UNESCO devant tous les ambassadeurs. Enfin bref, il se passait plein de choses là. Et à nouveau, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que ça s'arrête là, en fait? Est-ce que c'est vraiment là mon rôle? Je transmettais des outils d'une tradition. C'est très rigoureux, c'est très précis ce que je transmets. Et aujourd'hui, on a une trentaine de profs, on transmet tous la même chose. Et je me disais, mais il y a une part de moi, il y a des compétences en moi qui arrivent pas à rayonner dans ce rôle-là. Et puis, je me retrouvais à nouveau dans cette sensation que et ça va pas être ça, enfin, ça va changer. Alors là, ça m'a encore plus énervé parce que si tu veux, j'avais plaqué toute ma vie pour faire ça. C'était mon engagement spirituel, tu vois. Je t'ai dit, je vais transmettre ces outils. Donc, en fait, le niveau d'engagement et la difficulté de ce choix à un moment donné de dire, peut-être il y a encore une étape après. Ça, c'est venu me chercher assez loin. Mais j'avais aussi, développé cette confiance dans cette intuition, dans ces outils, dans ce lien avec moi-même. Et puis je suis arrivé à un moment donné où c'était assez clair qu'il fallait que ça évolue, que ça change de forme. Donc là, j'ai plus fédéré les profs de cette école en France qui étaient formés. Et puis, moi, mon appel à mettre mes compétences au service de ce monde, de l'évolution de notre société qui est dans une transition majeure, que j'appelle une transition de civilisation. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Et je me disais, mais et j'étais de plus en plus touché par ce qui se passe au niveau de l'environnement. Bon, voilà, en rapide, mais extinction de la biodiversité, pollution massive généralisée, changement climatique, enfin bref, on est vraiment dans une crise sans précédent et je pense qu'on se rend pas compte de ce qui nous arrive réellement. Donc tout ça bouillonnait et puis cette opportunité était arrivée d'un projet pour lequel j'étais bénévole. À un moment donné, ils sont mis à recruter une équipe et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Avec du coup cette idée de trouver une prochaine étape, de là être beaucoup plus dans des questions, des grandes questions de société et des projets qui visent à toucher un grand nombre de personnes, à créer un mouvement social. Mais j'avais mûri par rapport à mon époque start-up où voilà, c'était une association, on était sur quelque chose qui venait vraiment travailler les récits collectifs, le narratif, qu'est-ce qu'on se raconte sur qui on est et où on va, en venant toucher par l'émotion, par la relation à l'autre. Donc c'était quelque chose de plus humain, de plus profond. Et en même temps, il y avait cette idée, comment on déploie ça à grande échelle. Donc je me suis aussi retrouvé, ça a été mon étape suivante sur ce chemin. Ouais, la vie est faite de beaucoup d'étapes et j'aime bien quand on dit chercher sa voie, c'est par
ouais, par simplification, on parle de sa voie, mais en fait, la voie, elle est composée de plein d'étapes, en fait, et que ces étapes, c'est celles qui construisent l'étape d'après. Et c'est parfois, je comprends cette déception de se dire, putain, j'ai tout plaqué, je fais enfin un truc qui résonne, le yoga, machin, je suis le meilleur élève au monde, quoi. Pour le coup, encore une fois, bon élève, hein, tu nous as pris le top de la formation de yoga qui se fait aujourd'hui. Enfin bon, bref, t'as encore mis toutes les médailles là, quand même. Et au final, tout ça pour te dire, ben, c'est toujours pas là, quoi. Enfin, c'est toujours pas là que finalement, je brille sur tous mes aspects, parce que tu dis, il y a une partie de moi qui était un peu oubliée, quoi. Donc j'entends complètement ça et c'est très intéressant de souligner ça pour des gens qui veulent se reconvertir par exemple au yoga, que ça peut être on peut faire ça en parallèle d'ailleurs de projets, on n'est pas obligé de tout plaquer pour une seule chose. Et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé moi quand je me suis formée au yoga, je pensais aussi au moment où j'ai commencé à donner des cours que j'allais petit à petit faire de moins en moins de missions de coaching agile pour faire que du yoga, enfin les différentes formes de yoga que j'avais appris et tout ça, enfin j'étais à fond aussi. Et finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que j'avais pas envie. Parce que ne faire que ça, ça me correspondait pas complètement, en fait. J'avais besoin d'autres choses et d'une autre activité et de maintenir ce lien avec les ingés, la tech qui m'a toujours nourri aussi. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir ça. Je voudrais juste qu'on parle d'une chose parce que il me semble que c'est intéressant d'amener cette clarification sur le terme de job that makes sense, parce que ça c'est un truc, une expression, il y a même un site qui s'appelle comme ça. Donc toi, tu as touché clairement un job à impact sociétal, donc qui est par rapport à ce site de Jobs That Make Sense, qui voilà, ça c'est une référence et c'est ok, c'est validé par ce type de site. Mais voilà, j'aimerais que on comprenne un peu la différence entre ça et puis donc un job qui a un impact finalement sur le monde et puis un job qui a du sens mais pour soi. Et comment l'un n'est pas forcément la réponse à l'autre, quoi. Mais donc je voudrais juste t'entendre sur ce sujet. Ouais, moi j'ai envie de te dire, la distinction entre les deux, pour moi, elle a pas de sens. Parce qu'en fait, un job qui a du sens pour soi, si s'il s'inscrit pas dans quelque chose de plus grand, ce sens, il est très limité. Donc, si tu es dans une phase, dans une situation de vie où tu es vraiment dans des questions de survie, de pouvoir sécuriser tes besoins matériels, dans ce cas-là, un job qui a du sens pour toi, c'est un job qui répond à ça. Mais une fois que ça, c'est confortable, que c'est un minimum assuré, un job qui a du sens, forcément, il s'inscrit dans un récit plus large, dans une contribution plus large. Et en même temps, un job qui a du sens pour le monde, si c'est pas ton job, si c'est pas un job qui permet de révéler qui tu es, de contribuer avec tes compétences, avec ton génie, avec ta créativité, avec ton cœur, mais tu vas peut-être techniquement faire ce job, mais la contribution, ça devient difficile de la tenir dans le temps. Et on parlait un petit peu plus tôt de le mécanisme du burn-out quand tu te sens pas à ta place parce que t'es pas aligné avec ton job, mais on parle beaucoup aussi de tous les phénomènes de burn-out militant. Quand tu es dans un job qui a énormément de sens, où tu te mets une pression, où tu te dis mais c'est ma responsabilité de faire ce job du mieux possible pour que le monde tourne, pour que le monde survive à cette crise. Et en fait, c'est une autre forme, on pourrait dire, de désalignement, mais de mise en déséquilibre que tu peux tenir un peu, mais pas longtemps. Et au bout d'un moment, en fait, c'est quoi le sens de ça, en fait? De faire un job pour lequel t'as peut-être pas tout à fait les bons talents et où tu te mets une pression qui fait que tu t'épuises et t'es plus avec le niveau de lucidité que tu devrais avoir. Donc pour moi, un job qui a du sens, c'est ton job, en fait. C'est le job qui correspond à qui tu es, en fait. C'est la rencontre entre ta vision du monde et qui tu es, on va dire ta vision de toi-même. Et là-dedans, il y a une intersection, et c'est comment est-ce que tu identifies ça et tu trouves une façon de l'orchestrer, sachant que le monde évolue et que tu évolues. Donc, c'est pas un truc fixe que tu vas trouver sur un site. En revanche, tu peux trouver sur un site quelque chose qui correspond à cette description. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet.
Hyper intéressant. Du coup, on peut aborder maintenant ce livre que tu as coécrit. Quand je t'ai proposé cette interview, je ne savais même pas que tu avais écrit ce livre. C'est quand même magnifique. Donc, c'est un ajout, un bonus là qu'on a parce que donc tu as coécrit ce livre Tout plaqué avec succès où tu as recueilli donc 17 témoignages. Donc je disais tout à l'heure d'avocats devenus bouchers. Bon, ça c'est vraiment des transitions radicales de cadres LVMH qui deviennent maraîchers. En fait, est-ce que tu as vu un point commun de ceux qui osent enfin suivre leur propre voie et ce qu'on vient de dire avant, un job qui a du sens pour eux en fait? Ouais, il y a plein de points communs. Il y a le premier point commun, c'est ce moment qu'on a décrit un petit peu. C'est-à-dire cette prise de conscience que la vie que j'ai construite, que ce que j'ai fait jusque-là, a joué son rôle, mais qu'il commence à y avoir un décalage en fait. Alors certains passent vraiment par des phases de burn-out, de dépression, d'autres c'est plus lucide, ça arrive plus vite, mais il y a l'inconfort de cette prise de conscience qu'il y a un chapitre qui se termine et il va falloir en ouvrir un autre. Et ça, c'est très inconfortable parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ça se termine, on ne sait pas du tout où ça va après, on ne sait pas quelles conséquences, parce que là, on parle de job, mais en fait, derrière, bah, il y a parfois une famille, il y a un conjoint, il y a des valeurs, des cercles d'amis, et on se dit, mais vraiment, si je vais là-dedans, tout ça, ça va bouger, quoi. Donc, il y a ce moment-là. Ensuite, bah on peut dire, c'est comme une courbe de deuil ou c'est comme ce voyage du héros. Donc il y a une phase, on va dire, d'introspection. En fait, j'aime bien le décrire comme on réalise qu'on a changé, on réalise qui on est devenu ces dernières années et qu'il y a des choses qui se sont mises à jour en termes de valeurs, en termes de priorités, sans qu'on l'ait jusque-là vraiment formalisé. Et donc il y a cette phase voilà, de descente, d'introspection. Ça peut être inconfortable, ça peut générer pas mal d'émotions, et ça peut être bien d'avoir du soutien dans ces moments-là. Et puis, bah, au creux de tout ça, il y a un moment, il y a un moment où on se dit, bah, ok, j'y vais pas. Et cette décision-là, on la prend, on sait pas en fait vraiment. On peut avoir une idée, on peut se dire, bon, je vais faire prof de yoga, mais quelque part, souvent, au fond, on se dit, je sais pas si ça va vraiment être ça, je sais pas si ça va marcher. En fait, on rentre dans un moment avec une beaucoup plus grande incertitude, et donc il y a ce moment clé d'accepter cette incertitude, de se faire confiance quelque part, de suivre bah voilà, ce cheminement intérieur, de dire bah ok, je vais l'incarner, je vais poser ces choix-là. Et puis à partir de là, c'est l'aventure. Et moi, ce que j'ai vu dans tous ces parcours, il y a vraiment cette notion que on aime bien raconter l'histoire de bah il était avocat, il est devenu boucher. Mais en fait non. Bah, déjà l'histoire elle commence avant, mais il était avocat, puis il est parti, il est devenu boucher, et puis derrière, en fait, il est devenu entrepreneur parce qu'il a aussi créé un atelier de découpe de viande, et puis il s'est engagé au niveau de la filière, et puis et en fait, ça évolue. Et puis parfois, il y a un deuxième job qui arrive en parallèle, ou parfois il y a des retours, et c'est un cheminement. Et donc finalement, si je devais décrire, ce sont des personnes qui sont sorties d'un moule. En gros, c'est la vision du monde où tu as une société plus ou moins hiérarchique et où, en gros, ta valeur est déterminée par la façon, ton aptitude à t'adapter à ces cases et à être fonctionnel dans cette machine, quoi. En gros, tu sors de ce monde-là pour choisir un chemin avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'authenticité et aussi beaucoup plus de risques. Et finalement, c'est ce changement de posture qui est commun à tous ces parcours-là. Et après, bah, peu importe si ça arrive pas au point B qu'on avait vu ou si le point d'arrivée n'arrive jamais parce que ça évolue toujours, même s'il y a plusieurs métiers, il y a vraiment en fait un changement d'attitude par rapport à la vie, par rapport voilà, à l'audace et la liberté avec laquelle ils mettent en place leur chemin. Ouais, mais c'est sortir je sais pas si tu l'as dit, la matrice, ça a coupé un petit peu au moment où tu as parlé. C'est sortir de son propre conditionnement, en fait. Et donc ça demande un courage dingue, hein, mais des fois, la vie, elle pousse à ça. On n'a pas le choix, de toute façon. Ok. Et, merci beaucoup. Et alors, en ce qui te concerne, du coup, toi aussi, tu as fait quand même un choix qu'on peut trouver radical, en tout cas entre l'ingénieur polytechnicien qui devient astrologue. Là aussi, il y a
on parle d'avocat devenu boucher, on peut dire, je sais pas moi, le stratège ou le polytechnicien devenu astrologue. Il doit pas y en avoir beaucoup sur Terre, je pense, franchement. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes, toi, à ce moment-là, comment t'as fait ce choix et puis ce que l'astrologie t'a apporté. Avec plaisir. En gros, la suite de ce que j'ai raconté sur ce parcours, ça a été de me confronter à cette logique. Comment est-ce que on apporte une transformation de société, mais là, que je dis, c'est ce changement de civilisation qu'on a besoin de mettre en place avec ces outils collectifs qu'on déploie à grande échelle. Et il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est ma frustration de voir, en fait, le niveau de profondeur du changement qu'on a besoin d'amener dans les vies individuelles pour être en phase avec un monde soutenable, avec notre futur, on pourrait dire ça comme ça. Il est très profond et c'est difficile d'aller le toucher avec des méthodes collectives. Ça a été ma première frustration. Et la deuxième, c'est à force d'affiner aussi la perception de qui je suis et quel est mon rôle, quelle est ma zone de génie, on va dire, là où je suis vraiment bien placé et compétent pour apporter une contribution qui fait la différence. Et ça m'a vraiment amené à vouloir retourner sur un travail individuel pour pouvoir aller en profondeur en fait sur ces questions de qui je suis. Et en fait, dans un monde, on vit une époque qui est fascinante, qui est un peu sport, mais qui est fascinante, parce que tous les repères avec lesquels on s'est construit, ils sont en train de se transformer, ils sont en train de partir. Et donc, on a besoin de se reconstruire, de se rééduquer, mais en profondeur. C'est pas juste une question de compétences, c'est vraiment notre vision du monde, notre attitude, notre posture relationnelle, la vision de la famille, du couple, de la spiritualité. Tout ça, c'est en train de changer au cours de notre propre vie. Et donc, comment on fait, en fait, pour pas devenir fou? Et c'est une vraie question, parce que bref, si on regarde les chiffres de santé mentale, on est vraiment dans une tendance qui est très inquiétante parce que c'est très déstabilisant ce qu'on est en train de vivre. Et donc là, je me suis dit, mais moi, je pense que j'ai une compétence, une zone de génie dans le fait d'accompagner les personnes à traverser cette période, à trouver leur place et à apporter leur contribution dans cette période spécifique de notre histoire. Et l'astrologie, comment elle est arrivée là-dedans? Bon, il y a deux choses. Ça faisait longtemps que je m'y intéressais, que j'étudiais, mais c'était un peu... je suis rentré dedans parce que ça m'énervait que ça marche. J'avais un ami qui m'avait montré le truc. Et tu sais, moi, je suis ingénieur, je suis cohérent, puis j'étais assez fier de mon chemin spirituel. Et puis, il commence à me dire des trucs sur moi, sur ma vie, qui étaient vrais. Et je me suis dit, mais non, comment tu peux le savoir avec ma date de naissance? C'est des choix que j'ai faits. Ça m'a énervé. Et donc, je suis vraiment rentré dedans pour essayer de comprendre comment... En fait, ça a chamboulé ma vision du monde. Et je me suis dit, mais il faut que je la reconstruise. Donc bref, j'ai étudié ça pour moi. C'était un peu un hobby, un centre d'intérêt. Et puis quand ma fille est née, je me suis dit, je vais regarder son thème. Et là, j'ai un peu eu un choc sur toutes les informations, les émotions, la posture. Enfin, ça m'a... De regarder son thème et l'information que ça m'a donné, le lien que ça a créé avec elle, le sens que ça a donné en fait à son arrivée dans ma vie, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai ce langage, j'ai cet outil qui est tellement puissant, qui est tellement précis, je peux pas le garder pour moi, il faut que je le mette à disposition, il faut que je l'utilise. Donc ça a été le moment où moi, je me suis rendu compte que j'avais un nouveau chapitre qui arrivait. Et pourquoi l'astrologie? J'ai jamais rencontré un langage aussi précis et en même temps aussi touchant pour décrire le fonctionnement intérieur de l'individu. Et c'est incroyable, la complexité, la précision et en même temps la beauté, la poésie de ce langage. Et ce qui est fascinant, c'est que on utilise le même langage pour décrire ce qui se passe à l'intérieur d'une personne et pour décrire ce qui se passe dans sa vie et pour décrire ce qui se passe collectivement dans le monde. Ce que ça veut dire, c'est que ce langage, il permet d'avoir un miroir direct entre ce que je vis intérieurement, ce que je fais dans ma vie et ce qui se passe dans le monde. Et ça, cette prise de conscience, cet outil, c'est fantastique. En termes de précision, d'efficacité, pour aider les gens à s'orienter, pour aider les gens à s'adapter à un monde où les repères extérieurs sont en train de partir, donc il nous faut construire des repères intérieurs. Ça, c'est incroyable. Et autant il y a plein de choses qui changent, autant le système solaire, il est là pour rester. Donc là, on est sur une base sur laquelle on peut compter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que
quand on apprend à lire, à ressentir ce lien entre ce qu'on vit et les événements qui sont dans notre vie, eh ben, on reconstruit ce dont je parlais plus tôt, cette notion de boussole intérieure. On arrive à donner du sens, à trouver comment est-ce que ce qui est en train de m'arriver fait écho à ce que je suis en train de vivre et à ce que j'ai besoin de découvrir en moi. Et quand on arrive, alors ça va prendre un petit peu de temps pour que les personnes qui travaillent deviennent autonomes là-dessus, mais c'est pas quelque chose d'intellectuel, ça devient un ressenti, une capacité à s'orienter dans la vie, à se comprendre, à se découvrir. Et je me suis... Voilà, j'ai compris, ça, c'est ma place. Il y a beaucoup de choses dans mes qualités qui peuvent rayonner, et je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Personnellement, moi aussi, je m'y intéressais à titre personnel. Et les quelques fois où j'ai mis le nez dedans, j'ai halluciné. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu décris. Comment c'est possible? Comment ce truc peut dire autant de choses précises à mon sujet? Mais effectivement, t'as décortiqué, t'as compris. Et aujourd'hui, bah voilà, le truc, tu le maîtrises. Et tu es capable d'accompagner sur un truc qui est intéressant, qui est effectivement trouver sa voie, trouver sa place dans le monde qui est en train de se redéfinir. Donc, toi et moi, on a un gros point commun là-dessus, puisque moi, j'ai aussi eu cet appel très clair et avec finalement mes outils, mon parcours et le fait d'être moi, j'ai toujours travaillé avec des ingés, ça a toujours été mon truc, créer des outils. Et donc, moi, j'ai vu un outil d'IA répondre à ce besoin. Mais en même temps que je crée cet outil, je me disais, mais comment j'intègre dans mon outil l'astrologie? Est-ce que ça va le décrédibiliser si je l'intègre? Mais ce serait complètement con de pas le mettre, parce que de me dire que les gens puissent d'une certaine manière avoir cet input et ces informations sur eux-mêmes pour mieux se connaître encore, parce qu'il y a encore des choses parfois qu'on a du mal à voir dans un bilan de compétences. On tourne autour du pot, on se ment un petit peu à soi-même, voilà. Et là où parfois de le voir écrit et de se reconnaître à travers un descriptif, ça peut vraiment aider énormément, quoi. Donc on a, je pense, il y a une rencontre en fait entre ces deux pratiques, hein, la tienne et la mienne. Est-ce que, enfin la mienne avec Hypo, puisque nous c'est donc un bilan de compétences assisté par une IA, et on peut le faire soit entièrement avec l'IA pour aller plus vite et de manière autonome et que ça soit moins coûteux. Et puis quand on fait intervenir quelqu'un, c'est toujours un peu plus coûteux, mais c'est faisable et c'est possible, parce que dans ce processus-là, on a besoin de soutien. Donc toi, dans les rendez-vous que tu fais, j'imagine que tu rencontres les gens et que tu les accompagnes aussi. Tu peux nous donner quelques témoignages peut-être, ou expériences que tu as déjà de reconversion grâce à l'astrologie? Donc j'ai par exemple une cliente qui directrice financière dans un gros groupe, qui venait me voir. Il y avait quelques sujets perso, mais aussi un sujet de travailler son authenticité dans son leadership. Et donc c'est ça qui est assez fascinant avec l'astrologie, c'est que même si on vient avec une question professionnelle, tout de suite ça va créer des liens avec d'autres domaines dans la vie, puisque tout ça est relié. Et donc on explore cette question, et puis je tombe sur le domaine de l'expression créative. Mettre en œuvre sa créativité, s'exprimer voilà, d'une façon ou d'une autre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ce domaine? Elle me dit, pas trop, quoi. Je dis, là, pour moi, il y a une indication qu'il y a quelque chose à aller explorer et qui va t'aider par rapport au problème dont on parle. Donc, on a creusé ce sujet. Je lui ai dit, alors moi, j'ai des symboles, mais j'essaie de les traduire en lui disant, voilà, je pense, le genre de choses qui pourraient fonctionner. Et ensuite, j'ai expliqué de façon assez précise en quoi ce que je lui propose là, ce processus-là ici, d'avoir plus ces moments de créativité, d'art dans sa vie, pouvait l'aider par rapport au problème de leadership avec lequel elle venait. Et puis, 2 semaines plus tard, elle m'envoie un texto en me disant... j'ai pas attendu, je me suis lancé, il y avait une peintre là où je passais un week-end et j'ai passé 4 heures chez elle. Elle me dit, mais c'est incroyable, je pensais pas trouver ça, j'étais dans un état complètement second, j'ai adoré, etc. Et puis depuis, elle a cette pratique là. Si tu veux, c'est quelque chose que ça aurait peut-être pris beaucoup de temps d'aller trouver qu'il y avait ici une passion potentielle, un talent, quelque chose qui avait besoin de trouver une expression, et de comprendre que ça pouvait l'aider
à aller débloquer l'enjeu face auquel elle faisait face, qui était quelque chose de purement professionnel. Et donc, ce type de moments-là, je les adore. Et puis, ça va pas résoudre que l'enjeu de son leadership. C'est un moteur qui maintenant s'est mis en marche. C'est une partie d'elle qui rentre en vie et qui va petit à petit aussi enrichir son chemin et ouvrir d'autres portes. Donc, voilà, c'est un exemple du type de choses qu'on peut aller faire. Donc, c'est très concret finalement. C'est juste un outil auquel on n'est pas habitué, parce qu'on en a une vision. Quand on dit l'astrologie, les gens ils ont la vision de l'horoscope à la fin de Elle, ou avec juste la position du soleil, le mois de naissance, on essaye de dire ce qui va se passer. Bon, c'est comme demander à un météorologiste de prédire le temps qu'il va faire le mois prochain en Europe. On peut dire des choses, mais c'est tellement peu d'informations qu'on perd complètement la précision de cette méthode. Mais quand on utilise vraiment toute la structure de l'astrologie avec un thème de naissance complet, on peut dire des choses très concrètes, très précises qui aident les gens à avancer et à se trouver. Pour le coup, c'est rapide. C'est-à-dire que quand tu fais 5 ans de yoga pour essayer de te trouver, et puis tu fais toc-toc à un bon astrologue qui te donne un bon résumé, enfin voilà, pour des gens qui veulent aller vite, mais il faut enlever ce blocage qu'on peut avoir, cette vision, cette perception peut-être négative, et être ouvert en fait pour aller vers ça. Mais donc, je pense que toi, c'est ça que tu vas réussir à faire venir des gens qui auraient eu du mal vraiment à faire le pas. Mais donc c'est super. Est-ce que tu peux nous dire avec l'astrologie, donc avec cet outil, tu as dit que tu pouvais analyser aussi nos structures économiques. Quel regard tu portes avec l'astrologie sur la mutation en fait actuelle des métiers? Est-ce que tu peux nous parler donc de ce futur du travail selon ce que tu perçois avec tes outils à toi? Pour être honnête, ça pourrait être le thème d'une conférence d'une semaine de parler de tout ça. Et c'est pas le domaine dans lequel je me spécialise à fond, mais il y a plein de choses qu'on peut dire. Si j'essaye de résumer, je veux dire 3 idées qui sont utiles. Donc, en astrologie, quand on regarde l'évolution collective, on va regarder des cycles. Et donc, il y a plein de cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le premier cycle important, c'est un cycle de 2000 ans qui s'est plus ou moins terminé, et on est en train de démarrer le prochain. Donc, 2000 ans qui se termine, 2000 ans qui démarre. Où on sort d'une période où la société était organisée, un petit peu comme je le disais, de s'adapter à un moule hiérarchique, mécanique, dans lequel on va trouver sa place par sa fonction, par son titre, et on n'est pas ici à la recherche de l'individu, on s'adapte à un système. Donc c'était tout un monde, que je décris de façon extrêmement rapide, mais ça qui a basculé dans une autre phase. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les valeurs qui répondaient encore à ça, elles sont en train de perdre de la vitesse, elles sont en train petit à petit d'être de moins en moins pertinentes. Et les valeurs qui montent, ce sont les valeurs de la phase suivante qui arrive en astrologie dans le signe du Verseau et du Lion. C'est cet axe-là qui est de plus en plus activé. Et donc là, si je devais le résumer en un mot, c'est cette quête d'authenticité, de liberté. On arrive sur des structures beaucoup plus horizontale, et où ce qui devient important, c'est de trouver la zone de génie de chaque personne et comment elle peut l'exprimer avec vulnérabilité, avec charisme. On arrive dans un monde où c'est ça les valeurs qui sont mises en avant. Et c'est porté par le Verseau. Le Verseau nous parle d'évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides et qui nous libèrent des contraintes et de la routine et des tâches répétitives, qui sont symbolisées par la Vierge. Et donc, on est dans ce mouvement-là. Il n'y a pas besoin d'en faire 3 tonnes. On le voit, l'intelligence artificielle, c'est un méga exemple de ça, qui nous amène à se poser la question, quelle est ma zone de génie? Qu'est-ce que je pense vraiment par rapport à tout ce que j'ai appris? Comment je peux le raconter avec le cœur, avec une histoire touchante? C'est comme ça ces valeurs-là, elles vont vraiment prendre de la hauteur. Une deuxième idée, c'est que il y a des cycles civilisationnels. Alors il y en a plusieurs, mais qui sont lents. Le cycle majeur dont j'ai envie de parler, c'est la conjonction Uranus-Neptune qui a eu lieu en 1993. Et le cycle précédent, c'est le début de la révolution industrielle. Et donc là, on peut se dire symboliquement, on est au 93, l'arrivée d'Internet dans la société, on est au début d'une nouvelle révolution industrielle. Quand tu vois comment le monde a changé entre les années 1820 et aujourd'hui, en fait, on est en train de répéter cette ampleur de changement-là, sachant qu'il y a ce cycle plus long qui est en train de se passer. Et ça, c'est autour de 93. Ce que ça nous dit, c'est que la génération qui est née
fin des années 80 et les années 90, eux, ils portent en eux la graine de cette nouvelle organisation de la société, de ce nouveau fonctionnement. Et c'est pas un hasard si, tu vois, c'était, je crois, Times qui disait les personnalités de l'année, c'était tous les founders d'entreprises d'intelligence artificielle, dont un certain nombre sont de cette génération-là. Et donc, c'est là où c'est très intéressant par rapport à cette question d'évolution du marché du travail. Cette génération et les suivantes, ils sont câblés pour fonctionner dans un monde différent. Et donc, bon, moi, je me mets dedans, je suis né dans les années 90, mais bah, on fait le pont, on fait le pas entre ces anciennes structures et cette nouvelle organisation de la société. Et donc, il y a beaucoup de choses à réinventer et il y a une espèce de vague assez radicale, assez innovante qui arrive là. Et il y aurait plein d'autres choses à dire là, mais si vous vous dites que le monde tourne à l'envers et que vous avez des intuitions, des idées qu'on pourrait faire différemment, c'est en résonance avec ça et on va faire différemment, mais ça va demander à chacun d'aller contacter sa façon de penser unique, sa capacité à refuser les trucs débiles qui ne marchent pas et auxquels juste on a donné de l'autorité pendant les siècles ou les années précédentes pour créer quelque chose de nouveau et de le faire avec une forme d'authenticité en racontant des histoires, en allant toucher au cœur. Et voilà. Et là-dedans, dans tout ça, 2026, c'est une grosse année de transition. Voilà, j'ai pas le temps de tout détailler, mais je pense que on regardera début 2026 et fin 2026 en se disant mais waouh, c'est plus le même monde. Donc tout ça pour dire, ça bouge beaucoup et donc toutes ces structures économiques, tous ces jobs, ils sont en train de se réinventer. Moi, quand parfois on me demande des thèmes de naissance pour des jeunes enfants. Et donc une des questions classiques des parents, c'est un peu dans quel métier il va aller. À chaque fois, je refuse de répondre à cette question parce que les métiers qui auront lieu dans 30 ans, mais vous vous rendez pas compte à quel point le monde sera tellement différent. Je vais pas essayer de dire il va être software développeur. Ça n'a aucun sens. Ce métier, ça se trouve, n'existera plus, en tout cas plus dans cette forme, et ce sera plus les mêmes compétences qu'on aura besoin de mettre en œuvre. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là qui du coup favorise beaucoup les indépendants, cette vague d'entrepreneuriat, de personnes qui se mettent à leur compte, le développement du personal branding, tout ça en fait, ça nous amène vers cette société plus horizontale, plus fluide, plus libre, mais où du coup, savoir qui on est et savoir se raconter deviennent des compétences clés. Parce que si on maîtrise des méthodes à peu près comme tout le monde, ça, on devient de plus en plus remplaçable. Avant, on a déjà remplacé la partie physique, des gens qui savaient porter des choses lourdes. Maintenant, c'est des robots qui le font. Mais là, on est en train de vivre la même phase, mais sur toutes les activités de service. Et donc, ce qui reste, c'est notre capacité en tant qu'être humain unique à se raconter, à se mettre en lien avec les autres. Bon, voilà. Je veux pas faire la conférence de 7 jours, mais voilà des choses qu'on voit, qui sont en train de nous arriver. Mais je vais t'inviter pour la faire cette conférence, hein, c'est pas possible. J'ai envie de te poser 10 000 questions alors qu'on doit arrêter. Donc non, c'est tellement intéressant de cette façon de se réinventer et de réinventer le métier de rêve, parce que tu vois, on parle des podcasts, il y a des podcasts sur des métiers de rêve et c'est toujours un truc où il y a de la célébrité, beaucoup d'argent, alors qu'en fait c'est tellement autre chose à mon sens et dans ce que tu viens d'expliquer. Voilà, donc ça j'aimerais bien que les gens retrouvent de nouveaux repères et qu'on soit là pour les aider, toi et moi. En tout cas, je te remercie pour d'être venu, parce que ton histoire c'est vraiment la preuve vivante qu'on peut quitter une voie de réussite, qu'on peut sortir de ce conditionnement pour construire son propre chemin, et que chacun va devoir créer ce propre chemin dans ce nouveau monde. Et que je voudrais juste que tu donnes quelques indications pour travailler avec toi, pour te trouver sur les réseaux sociaux. Comment tu fonctionnes? Comment on fait pour bosser avec toi? Ouais, avec plaisir, merci. Pour me trouver, c'est sur LinkedIn, donc mon nom, Badraka Aran. Vous pouvez m'écrire en message privé. Et puis ensuite, après, c'est des rendez-vous individuels. Donc, je fais des séances d'1h30. Ça peut se faire à distance. Je le fais en français, en anglais. Et puis, si vous êtes intéressé, je vous expliquerai comment on travaille. On peut juste venir pour une séance où j'ai des gens que j'accompagne régulièrement sur des longues durées selon ce qui vous intéresse et où vous en êtes dans votre phase de vie. Mais voilà. Génial.
Merci beaucoup, Raka. Eh ben, Merci, à toi, et du Anna. coup, à la prochaine, hein, je te donne rendez-vous pour la suite. Bah, avec grand plaisir. Bon après-midi, au revoir. Merci, salut.